1991, l'amour existe encore. L'hymne à l'amour de Céline. En 1991, Céline Dion sort un album entier consacré aux merveilleuses chansons écrites par Luc Plamondon. Outre des reprises de grands standards, ce disque comporte aussi 4 créations originales, dont L'amour existe encore, une chanson qui traite tout en délicatesse et en finesse le terrible fléau en 4 lettres, apparu au milieu des années 80. Gros plan sur une chanson que personne ne voulait se risquer à interpréter. Au début des années 90, Céline Dion cherche à donner une nouvelle impulsion à sa carrière de chanteuse, démarrée 10 ans plus tôt. Pour cela, elle a fait un break, change de look et démarre une carrière aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons avec un album produit par David Foster et intitulé Unisson. Après le très bon accueil de ce disque qui lui permet d'être classé pour la première fois au Billboard américain, Céline Dion en prépare un second, toujours en anglais. Pendant ce temps, en France, le succès de la jeune québécoise est assez mitigé. Certes, elle est loin d'être une inconnue, mais elle n'est pas encore la star qu'elle deviendra à partir de 1995 avec l'album écrit par Jean-Jacques Goldman intitulé « 2 ». Pour ne pas se faire oublier du public français, Céline Dion et son mari René Angélil décident alors de sortir un album francophone en reprenant les plus grands succès écrits par Luc Plamondon. Il y a de quoi faire quand on connaît le nombre de chefs-d'œuvre écrits par cet auteur canadien, aussi bien pour des stars québécoises comme Ginette Renault, Diane Dufresne ou Robert Charlebois, que pour des stars françaises comme Julien Clerc, France Gall ou Barbara, sans oublier bien sûr le célèbre opéra rock Starmania, composé par Michel Berger. Céline enregistre d'ailleurs pour cet album dédié à Luc plusieurs titres de Starmania comme Le Monde des Stones, Le Blues du Businessman, Un garçon pas comme les autres ou Les uns contre les autres. Toujours pour cet album, qui aura pour titre Des mots qui sonnent en France et Dion chante Plamondon au Canada, René Angélil demande à Luc des chansons originales pour Céline. Luc lui en présente alors plusieurs comme Des mots qui sonnent, Je danse dans ma tête et Quelqu'un que j'aime, quelqu'un qui m'aime, que Céline enregistre. Luc a une autre composée par Richard Cocciante qui s'intitule L'amour existe encore. Mais il hésite à la faire écouter à Céline. Déjà 3 grandes interprètes ont refusé de la chanter à cause du texte et notamment de la phrase « Pour t'aimer coûte que coûte, malgré ce mal qui court, aimer l'amour à mort ». Malgré cette évocation, sans détour au sida, encore très tabou en ce début des années 90. Luc Plamondon finit par se décider à la présenter à Céline. Le jour de l'écoute, Céline est bouleversée par la chanson. La mère de Céline, Thérèse Dion, qui est dans la cuisine en entendant la chanson, en sort avec des larmes dans les yeux et tombe dans les bras de sa fille en lui disant « C'est un hymne à l'amour ». L'amour existe encore, produit par Yannick Top et Serge Perratonnerre, sort en single au Canada le 14 octobre 1991. Aucun clip n'accompagne cette sortie et c'est seulement lorsque Sony Music décide de commercialiser la chanson en France, le 17 janvier 1994, qu'un clip est réalisé par Alain Desrochers. La chanson va rester plus de 20 semaines dans les tops canadiens puis français, et l'album dont elle est extraite va se vendre à plus de 1 500 000 copies. Pour la petite histoire, Céline Dion enregistrera une version espagnole qui s'appelle Aún existe amor, qui sortira aux États-Unis en 2002. Bien qu'après Hélène Ségara et Garou enregistrent en 1998 L'amour existe encore en duo pour l'album Ensemble contre le sida. Toujours en 1991, Beauty and the Beast. Premier succès mondial. Véritable premier grand succès planétaire pour Céline Dion, Beauty and the Beast est la chanson du générique final du dessin animé original La Belle et la Bête, paru en single aux USA en 1991, puis l'année suivante dans le reste du monde, cette chanson remporte de nombreuses récompenses. En 1991, Gary Trousdale et Kirk Wise réalisent le 39e long métrage d'animation des studios Disney. Inspiré du conte de Jeanne-Marie Le Prince et Beaumont, publié en 1757, ce film d'animation intitulé Beauty and the Beast, traduit en français sous le titre La Belle et la Bête,
reprend aussi des idées du film français du même titre de Jean Cocteau entre comédie musicale et film fantastique. Ce dessin animé raconte l'histoire d'un prince transformé magiquement en monstre qui, pour être sauvé, doit faire tomber amoureuse de lui la jeune femme, Belle, qui est retenue prisonnière. Ce film, diffusé pour la première fois à New York le 29 septembre 1991, connaît un succès planétaire et devient en 1991 le troisième plus gros succès de l'année au box-office américain et rassemble plus de 4 millions d'entrées dans les cinémas français lors de sa sortie l'année suivante. La Belle et la Bête reçoit de nombreuses récompenses, dont le Golden Globe du meilleur film musical ou de comédie. Ce succès planétaire est accompagné d'un thème musical et d'une chanson emblématique dont la version anglophone Beauty and the Beast est chantée par Céline Dion et Pablo Bryson pendant le générique de fin du film. Composée par Alan Menken sur des paroles de Howard Ashman, cette ballade raconte la naissance du sentiment amoureux entre la Belle et la Bête. Au départ, Céline Dion a hésité à enregistrer la chanson. En effet, elle venait d'enregistrer une chanson pour un autre film d'animation, Fievel au Far West, de Steven Spielberg, mais avait été écartée du projet au dernier moment au profit d'une autre chanteuse, Linda Ronstadt. Très déçue par cette mauvaise expérience, Céline Dion, de peur de revivre la même situation, refuse le projet de Disney. Finalement, après avoir visionné le film dans une version inachevée, Céline se ravise et accepte d'enregistrer Beauty and the Beast. Pour avoir un son pop qui correspond aux radios, la production du titre est confiée à Walter Afanasieff. Au-delà de la sortie en single, Céline Dion inclura ce titre à son deuxième album anglophone. Le single Beauty and the Beast permet une nouvelle fois à Céline Dion d'atteindre le 9e place du Billboard américain en 4 mois et de nombreux autres classements dans le monde entier, notamment en Australie, où la chanson entre à la 87e place avant d'atteindre très rapidement la 17e position. Grand succès également aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande, en Irlande, au Canada, au Royaume-Uni. Le single se vend à plus d'1 million d'exemplaires dans le monde et le duo Céline Dion-Pablo Bryson remporte le Grammy Awards de la meilleure prestation vocale pop d'un duo ou groupe. Le lundi 30 mars 1992, le titre obtient l'Oscar de la meilleure chanson originale lors de la 64e cérémonie des Oscars. À cette occasion, Céline Dion et Pablo Bryson interprètent la chanson en direct du Dorothy Chandler Pavilion de Los Angeles. 1993, The Power of Love, la consécration internationale d'une femme amoureuse. En se classant en tête des plus grands tops internationaux, dans le fameux Billboard américain avec la chanson The Power of Love, Céline Dion confirme son statut de star internationale. Avec cette reprise d'un titre de Jennifer Rush, Céline réussit aussi la prouesse de recréer véritablement cette chanson parue dans les années 80. L'histoire de la chanson The Power of Love démarre 10 ans avant la reprise par Céline Dion. À cette époque, une jeune chanteuse américaine, Jennifer Rush, fille de 2 chanteurs d'opéra, se lance à son tour dans la chanson. Installée en Allemagne, où vit son père, Jennifer Rush signe un contrat d'enregistrement avec le label CBS et sort 2 premiers singles au succès mitigé. Puis, en 1984, elle coécrit The Power of Love avec les Allemands Gunther Mend et Candy de Rouge, et avec Mary-Suzanne Applegate, une autre auteure-compositrice américaine vivant à Francfort. Cette déclaration enflammée d'amour absolu sort dans plusieurs pays et connaît 2 beaux succès à l'international. Rien qu'en Angleterre, le titre se vend à 1 400 000 exemplaires en 1985. À la suite de Jennifer Rush, plusieurs artistes reprennent cette chanson, comme Frankie Goes to Hollywood en 1984, Nana Mouskouri ou Laura Branigan en 1987, Shirley Bassey en 1991, et c'est incontestablement la version de Céline Dion en 1993 qui reste l'une des plus vendues et ferait presque oublier qu'il s'agit d'une reprise. Après 5 ans de relation secrète avec son manager René Angélil, Céline Dion décide enfin d'officialiser leur amour. Et quoi de mieux que des chansons pour s'exprimer ce qu'elle ressent. Pour son 3e album en anglais, qu'elle intitule évidemment The Color of My Love, une de ses 16 chansons de l'album dédiée à René. Elle enregistre aussi la chanson de Jennifer Rush, The Power of Love, qu'elle apprécie beaucoup et qui traduit parfaitement ce qu'elle ressent pour René.
Ce titre est le deuxième extrait de l'album à paraître en single le 1er novembre 1993. Céline Dion l'a enregistré sous la direction du célèbre producteur David Foster, à qui l'on doit d'immenses succès comme l'album Bodyguard avec Whitney Houston et son fameux hit mondial I Will Always Love You, paru l'année précédente en 1992. The Power of Love permet à Céline Dion de montrer toute l'étendue de la puissance de sa voix. La chanson The Power of Love est le premier single de Céline Dion à se classer en tête des classements américains et à rester 4 semaines numéro 1 du Billboard. La chanson se classe aussi en tête des ventes partout dans le monde, du Canada à l'Angleterre et de l'Australie à la France. The Power of Love est aujourd'hui l'une des chansons emblématiques de Céline Dion, qu'il interprète régulièrement sur scène. Il l'inclut souvent dans des compilations. Céline s'est tellement approprié ce titre que certains vont jusqu'à penser qu'elle en est même la créatrice. Un hit mondial qui a donné à Céline Dion ses galons de star internationale. 1993 toujours. Un garçon pas comme les autres, Ziggy. Un amour impossible. Un garçon pas comme les autres, Ziggy, l'un des titres emblématiques de l'opéra rock Starmania, a été écrit en 1978 par Luc Plamondon sur une musique de Michel Berger. Interprétée à l'origine par Fabienne Thibault, cette chanson qui aborde le thème de l'homosexualité est reprise magistralement par Céline Dion en 1991, qui se classe à la deuxième place du top 50 pendant 7 semaines. Trop souvent résumée à tort sous le titre Ziggy, l'histoire de la chanson, dont le titre exact est Un garçon pas comme les autres, naît comme toutes les autres de l'opéra rock Starmania, de la rencontre entre le compositeur français Michel Berger et l'auteur québécois Luc Plamondon. Après l'échec de son projet de comédie musicale intitulé Angelina Dumas, inspiré d'un véritable fait divers, Michel Berger ne renonce pas à son idée de créer un spectacle musical comme ce qui se fait de mieux aux États-Unis. Pour cela, Michel Berger sait qu'il doit trouver un auteur capable de traduire avec des mots forts et modernes tous les thèmes qu'il souhaite aborder dans ses musiques. Il se rapproche alors de Luc Plamondon, qui écrit des chansons pour Diane Dufresne, notamment le hit « J'ai rencontré l'homme de ma vie » en 1972. Berger est sensible à la façon dont Plamondon organise les mots. Les deux hommes se rencontrent et deviennent amis. Très vite, l'idée d'un opéra rock voit le jour. Des personnages sont créés et des chansons sont écrites, en s'inspirant du personnage androgyne et glam rock Ziggy Stardust, créé par David Bowie. Luc Plamondon et Michel Berger imaginent pour leur opéra rock le personnage de Ziggy, un jeune disquaire gay qui rêve de participer à l'émission Starmania et d'accéder à la gloire. Marie-Jeanne, la serveuse de l'Underground Café, est sous le charme de Ziggy, et c'est cet amour impossible qui donne naissance à la chanson. Sur l'album original de Starmania, qui paraît le 16 octobre 1978, c'est la chanteuse Fabienne Thibault qui crée le titre. C'est elle aussi qui interprète sur scène lors des premières représentations à partir du 10 avril 1979, au Palais des Congrès de Paris, pendant 4 semaines. Très rapidement, le titre Un garçon pas comme les autres se singularise et devient l'un des grands succès du spectacle. En 1991, après son premier album en anglais, Céline Dion publie un 11e album en français. Dans ce disque, en plus de chansons inédites, la chanteuse reprend 4 chansons de Starmania, dont Un garçon pas comme les autres. C'est en assistant à un concert de Céline Dion au cours duquel elle interprétait un medley des chansons de Starmania que Vito Luprano, le vice-président de Sony Music Canada et producteur exécutif des albums de la chanteuse, lui suggère de reprendre de célèbres chansons écrites par Luc Plamondon sur un nouvel album francophone. Ainsi, Un garçon pas comme les autres figure sur l'album Dion chante Plamondon qui paraît au Canada le 4 novembre 1991, puis en France sous le titre Des mots qui sonnent le 29 avril 1992. Après 200 000 albums vendus au Canada, le disque rencontre un grand succès en France avec 600 000 exemplaires vendus. Paru en deuxième extrait au mois de juillet 1993. La reprise Un garçon pas comme les autres par Céline Dion atteint rapidement la deuxième place du top 50 français et y reste pendant 7 semaines. Le single devient disque d'or et s'écoule à 365 000 exemplaires. Preuve une nouvelle fois, et comme le dit souvent Luc Plamondon, qu'un tube est la rencontre entre un texte fort, une grande mélodie et une interprétation extraordinaire. 94. Quand on n'a que l'amour. Céline Dion chante Brel.
Comme tous les grands interprètes, Céline Dion a chanté l'un des plus grands classiques de Jacques Brel, Quand on n'a que l'amour. Une chanson dédiée au grand amour que Céline Dion a toujours interprété avec émotion en pensant à l'homme de sa vie, René Angélil. Tout au long de sa carrière, Céline Dion a repris souvent sur scène de grands standards de la chanson française. 10 ans après son premier Olympia en 1984, en première partie de Patrick Sébastien du 6 novembre au 9 décembre, Céline Dion retrouve le célèbre music-hall parisien le 27 au 29 septembre 1994. Lors de ce tour de chant, elle interprète la chanson du grand Jacques Brel, Quand on n'a que l'amour. Cette chanson figure aussi sur l'album À l'Olympia, enregistré à cette occasion et vendu à plus de 100 000 exemplaires au Québec et à 2 millions dans le monde. Cette hymne, elle le reprend également en 1995 lors de sa tournée de Tours qui passe notamment par le Zénith de Paris du 20 au 24 octobre 1995. À la télévision aussi bien qu'en France, au Québec. Céline Dion interprète cette chanson créée par Jacques Brel en 1956 à plusieurs reprises, dont une fois en duo avec la chanteuse belge Morane. Avant d'enregistrer Quand on n'a que l'amour, Jacques Brel est un jeune chanteur belge installé à Paris en 1953, qui court péniblement le cachet de cabaret en cabaret pour 100 francs la soirée ou un repas chaud. Ce n'est pas vraiment le succès, même si en 1954, il est repéré aux Trois Baudets par le grand découvreur de talent Jacques Canetti, qui lui permet d'enregistrer en février 1954 un premier album. Les temps sont durs pour Brel, qui a du mal à trouver son style et son public. Brassens le surnomme alors l'Abbé Brel. En 1956, les choses changent. Brel renonce à sa compagnie à la guitare et rencontre François Robert, un talentueux pianiste. Cette même année, au mois de mai, Brel écrit et compose une superbe chanson dédiée à la force de l'amour, intitulée tout simplement « Quand on n'a que l'amour ». Brel l'enregistre dans une première version pour les disques Philips, le 18 septembre 1956, avec l'orchestre d'André Pop. Dès sa sortie, la chanson passe à la radio. C'est la première fois qu'un titre de Brel passe sur les ondes. Le succès ne se fait pas attendre. L'intensité émotionnelle et dramatique qui va crescendo dans la chanson touche le cœur du public. Face à l'enthousiasme général, Quand on n'a que l'amour donne son titre au deuxième album de Brel, qui sort au printemps 1957. Cet album, sur lequel figure en premier titre Quand on n'a que l'amour, obtient le grand prix du disque Charles Cros et permet de lancer la carrière du grand Jacques Brel. On ne compte plus depuis sa création le nombre d'interprètes qui ont repris cette chanson, dont bien sûr Céline Dion, avec beaucoup d'émotion et d'intensité en pensant à René. Pour que tu m'aimes encore, 1995. Une belle rencontre professionnelle. Immense succès de l'été 95, la chanson Pour que tu m'aimes encore marque le début d'une collaboration artistique fructueuse entre Céline Dion et l'auteur-compositeur Jean-Jacques Goldman. Avec cette belle chanson d'amour, la star québécoise reste pendant 12 semaines numéro 1 des ventes de disques en France. Durant l'été 95, nous sommes nombreux à fredonner la chanson de Céline Dion Pour que tu m'aimes encore. Premier titre qui lui a écrit et composé Jean-Jacques Goldman. Au départ, l'auteur-compositeur et la jeune chanteuse se connaissent peu. Aussi, pour écrire pour Céline, Jean-Jacques lui lit énormément d'interviews de la chanteuse et au fil des articles, il arrive à la conclusion que Céline est une personne qui ne badine pas avec les sentiments amoureux. C'est ainsi qu'il a l'idée d'écrire une chanson sur l'amour absolu qu'il intitule Pour que tu m'aimes encore. C'est dans un petit studio que Jean-Jacques Goldman fait écouter pour la première fois Pour que tu m'aimes encore, ainsi qu'une dizaine de maquettes de chansons à Céline Dion et à son mari René Angélique. Jean-Jacques est persuadé que ce titre ne plaira pas à Céline et qu'il y a des chansons bien meilleures parmi ses propositions. Il pense même que Céline ne retiendra pas cette chanson, et pourtant c'est tout l'inverse qui se produit. Quand Jean-Jacques passe la maquette de la chanson, la chanteuse et son mari ressentent immédiatement un coup de cœur pour le titre, au grand étonnement de Goldman, qui lui ne comprend pas leur enthousiasme. Pour René et Céline, il est alors évident que cette chanson sera le premier titre de l'album. Et ils ne se tromperont pas, puisque cette belle chanson d'amour connaîtra un immense succès, restera en tête des ventes pendant 12 semaines en France et se vendra à 1 750 000 exemplaires dans le monde. Elle est la chanson la plus diffusée sur les radios françaises au cours de l'année 95 et obtient la victoire de la musique 96 pour la chanson de l'année. Pour que tu m'aimes encore est adapté en 96 sous le titre If That's What It Takes.
dans l'album anglais de Céline Dion, Falling Into You. Toujours en 95, Je sais pas. Une femme amoureuse. Succès de l'année 95, Je sais pas est une ballade interprétée par Céline Dion, écrite sur mesure par Jean-Jacques Goldman. Cette chanson est une belle déclaration d'amour absolue à René Angélil, l'homme qu'elle vient d'épouser. Impressionné par la puissance vocale de Céline Dion, Jean-Jacques Goldman décide d'entrer en contact avec la chanteuse à la fin de l'année 93 pour lui proposer de participer au concert des Enfoirés en janvier 94, au Grand Rex. Elle accepte l'interprète là-bas en duo avec l'auteur-compositeur. C'est l'occasion pour elle de se rapprocher de Goldman. Ce dernier lui propose d'écrire tout un album pour elle. Il se met donc au travail. Jean-Jacques, qui connaît alors mal Céline Dion, décide de lire beaucoup d'interviews de la chanteuse pour bien cerner sa personnalité et écrire des chansons sur mesure pour elle. Après avoir écrit et composé une dizaine de titres, dans des styles musicaux variés, Goldman cherche à faire un slow à 3 temps. Il tombe alors sur une cassette que lui a confiée son frère Robert Goldman, avec une mélodie qui correspond totalement à ce qu'il cherche. À partir de la musique de son frère, Jean-Jacques écrit un texte d'amour faisant dire à Céline qu'elle est capable de beaucoup de choses, mais pas de vivre sans l'homme qu'elle aime. Quelques semaines après, lorsque Goldman présente cette chanson à Céline et à René, Céline est séduite et reconnaît totalement dans cette chanson d'amour absolu qui correspond parfaitement à ce qu'elle ressent pour René, qu'elle a épousé le 17 décembre 1994. La chanson Je ne sais pas est enregistrée par les autres titres de l'album 2. En novembre 1994, au Studio Méga à Paris, dans une ambiance très intime. Le disque paraît le 28 mars 1995 au Québec et le 3 avril en France. Le titre est choisi pour être le deuxième extrait de l'album et sort en single au mois de juillet 1995. Sur la pochette du disque de la musique est crédité J. Kapler, le pseudonyme de Robert Goldman. Je sais pas, se classe numéro 1 des ventes dans tous les pays francophones. En France, le single reste 7 semaines en tête du top 50. L'album 2 devient disque de diamant en 5 mois, avec plus d'1 million d'exemplaires vendus. L'année suivante, pour son album anglophone Falling Into You, Céline Dion enregistre une version anglaise de la chanson traduite par Phil Carlton sous le titre I Don't Know, une adaptation qui ne connaîtra pas le même succès que l'original en français. En 1995, toujours et encore, J'irai où tu iras, un amour inconditionnel. 5e extrait du 15e album studio de Céline Dion, J'irai où tu iras, permet à la star de déclarer son amour inconditionnel à René Angélil. Écrite par Jean-Jacques Goldman et interprétée avec lui, cette chanson aux sonorités rock est devenue au fil des années un standard du répertoire de la chanteuse. Et pour tout vous dire, c'est une de mes chansons préférées. Lorsqu'en 1994, Jean-Jacques Goldman commence à travailler sur des chansons pour Céline Dion, il décide d'éplucher toute la presse la concernant et de lire de nombreuses interviews afin de mieux comprendre sa personnalité. Voilà, maintenant vous le savez. Au fil de ses lectures, il réalise combien René Angélil est important dans la vie de l'artiste et combien elle l'aime d'un amour inconditionnel. Cette évidence lui inspire un texte fort dans lequel il décrit la chanteuse prête à tout pour suivre celui qu'elle aime partout sur la terre. Il relate d'un amour passion et intense qui intitule tout simplement « J'irai où tu iras ». Pour accentuer la force des sentiments de cet amour sérieux, l'auteur-compositeur a l'idée de l'accompagner d'une musique rock. Céline est rapidement séduite par le texte et la musique. Elle est impressionnée par la correspondance de cette chanson avec sa personnalité et ses émotions. Elle apprécie que Goldman ait pris le temps de la connaître et de l'étudier. Elle trouve même l'idée de la chanter en duo avec lui très intéressante. L'enregistrement à 2 voix de la chanson J'irai où tu iras se déroule au Studio Méga à Paris, en tout petit comité au mois de décembre 1994. Eric Benzi coproduit le titre avec Jean-Jacques Goldman et fait les arrangements conseillés par Goldman. Céline apprivoise facilement le tempo rock du titre et le résultat est efficace. La chanson paraît en 9e position sur l'album 2, le 3 avril 1995 en France. Très rapidement, ce disque est un immense succès. En seulement 5 mois, il s'écoule à plus d'1 million d'exemplaires. Céline Dion a interprété plusieurs fois le titre J'irai où tu iras à la télévision française et québécoise.
Elle a aussi chanté sur scène avec Jean-Jacques Goldman, notamment sur la scène du Stade de France en juin 1999, devant 88 000 spectateurs conquis. Pour l'anecdote, le titre de la chanson a été utilisé en octobre 2019 par la comédienne et réalisatrice Géraldine Nakache comme titre de son film qui raconte les aventures d'une jeune chanteuse ex-candidate de la Star Academy, Mina, qui rêve de devenir choriste de Céline Dion. Un bon clin d'œil à la star québécoise que la réalisatrice apprécie beaucoup. En 1995, toujours et encore, Vol, pour la mémoire d'une nièce. Dernier titre de l'album francophone le plus vendu de Céline Dion, Vol est une chanson forte, écrite et composée par Jean-Jacques Goldman en 1995. Avec ce titre émouvant, Céline Dion rend hommage à sa nièce et filleule Karine, disparue 2 ans plus tôt des suites de la mucoviscidose. Au début des années 90, la carrière de Céline Dion est en pleine ascension internationale, avec notamment le succès en version anglaise de la chanson finale du dessin animé La Belle et la Bête. C'est aussi à cette époque que sa carrière francophone va connaître un nouvel élan avec Un garçon pas comme les autres, et sa reprise d'une chanson de Luc Plamondon et Michel Berger, extraite de l'opéra rock Starmania qui lui permet d'atteindre la 2e place du top 50. Mais c'est aussi à cette époque où la star canadienne doit affronter un terrible drame familial. Le 2 mai 1993, sa nièce et filleule Karine, la fille de sa sœur Lisette, est emportée sous les yeux de Céline par la mucoviscidose, alors qu'elle a à peine 16 ans. Cette disparition touche beaucoup Céline Dion, qui à partir de ce moment-là ne sera plus pareille. 2 ans après, en lisant une interview de la chanteuse dans laquelle elle parle de ce terrible malheur qui s'est abattu sur sa famille, l'auteur-compositeur Jean-Jacques Goldman, qui cherche des thèmes de chansons pour elle, décide d'aborder ce drame en chanson, avec des mots justes. Il crée Vol, qui traduit avec émotion le ressenti de Céline. Une fois son texte terminé, Jean-Jacques Goldman choisit de ne pas le montrer immédiatement à Céline Dion. Il préfère qu'elle le chante en studio sans le juger au préalable, qu'elle l'interprète avec l'émotion de la découverte. C'est seulement après l'enregistrement de toutes les chansons de l'album 2 que Jean-Jacques Goldman offre le titre Vol à Céline Dion, en lui disant qu'elle en fasse ce qu'elle veut, sans aucune obligation de l'enregistrer. Plus tard, lorsque la chanteuse écoute la maquette que lui a laissée Goldman, elle est bouleversée et la trouve magnifique. Au-delà d'être superbe, la chanson lui colle parfaitement à la peau. Elle décide donc d'enregistrer cette hymne à sa nièce Karine, mais le jour de la prise de voix, aucun son ne parvient à sortir de sa bouche. La chanteuse est tellement émue qu'elle ne parvient pas à chanter Vol. Elle a l'impression de s'adresser à sa nièce et ça la bloque totalement. Pourtant, Céline Dion veut absolument interpréter cette hymne. Elle interrompt la séance et propose à toute son équipe d'aller manger avec elle. Après un steak brûlé avec des frites, Céline retourne au studio et chante avec détermination, accompagnée simplement au piano. Cette fois, elle parvient à interpréter le titre en se disant que les mots de cette chanson étaient exactement ce qu'elle voulait dire à sa nièce Karine. La chanson paraît sur l'album 2, qui sort en France le 3 avril 1995. Elle ne fait pas l'objet d'un single, mais Céline l'interprète souvent sur scène avec toujours une émotion palpable. Céline la reprend même en anglais l'année suivante sous le titre Fly, sur son album Falling Into You, sorti le 8 mars 1996. Toujours en 95 pour pas changer, les derniers seront les premiers. Ode à l'espoir. En 95, grâce à Jean-Jacques Goldman, Céline Dion fait d'un proverbe biblique un immense succès populaire. Avec Les derniers seront les premiers, la chanteuse québécoise inscrit un nouveau tube à son répertoire. Après s'être imposée sur le marché anglo-saxon, Céline Dion part en 95 à l'assaut du marché français, en travaillant avec l'un des auteurs-compositeurs les plus prolifiques de sa génération, Jean-Jacques Goldman. C'est Goldman qui approche Céline Dion pour lui proposer une collaboration, même si René Angélil n'est au départ pas très favorable à cette idée. Céline Dion, en revanche, demande à écouter des propositions de chansons. Ainsi, après un premier déjeuner ensemble, Goldman se fait envoyer du Canada toutes les coupures de presse avec toutes les émissions de télévision consacrées à Céline, afin de la connaître au mieux et de se mettre dans sa peau pour écrire des chansons sur mesure. L'auteur-compositeur veut un disque intime plein d'émotions qui parle de sujets proches de préoccupations de son interprète. Alors qu'il termine la chanson Aïcha pour Khaled, Goldman se met à travailler sur des chansons pour Céline Dion. Initialement, il envisage des chansons dans la pure tradition française. Mais en découvrant la personnalité de son interprète, il se ravise et opte pour des titres dans tous les styles,
du blues au gospel, en passant par du rock. Pas question cependant de délaisser les belles ballades qui ont fait le succès de la chanteuse. Et c'est justement sous la forme d'une ballade qu'il crée Les derniers seront les premiers. Conscient de l'humanisme de son interprète et de sa bienveillance envers ses contemporains, Goldman a l'idée de puiser une citation de l'Évangile selon saint Matthieu et la parabole des ouvriers de la 11e heure pour trouver le point de départ d'un texte. Ainsi, il écrit « Les derniers seront les premiers », des paroles pleines d'espoir pour les exclus, toutes celles et ceux qui n'ont pas tiré le bon numéro au loto de la vie. En découvrant cette chanson, Céline Dion est particulièrement touchée par cette référence biblique et ce message porteur d'espoir pour les démunis, promettant une sorte de compensation de l'autre monde. Pour l'enregistrement, Goldman conseille à Céline Dion de déchanter, pour contrôler sa tessiture et moduler certaines prononciations. Pour la partie finale, 3 choristes, dont Carol Fredericks, accompagnent Céline Dion, ce qui donne une ambiance chorale presque gospel à la chanson. Les derniers seront les premiers fait partie des 12 titres présents sur l'album 2, qui paraît au Québec le 28 mars et en France le 3 avril 1995. La chanson ne devient pas un single extrait de l'album, mais reste malgré tout un grand succès pour la chanteuse, qui l'interprète pour la première fois sur scène de septembre 1995 à février 1996, lors de sa grande tournée de tours au Québec et en Europe. Pour la petite histoire, plusieurs observateurs ont fait remarquer à Goldman qu'une partie de la mélodie de Aïcha pour Khaled était similaire à celle du titre Les derniers seront les premiers pour Céline Dion. L'auteur-compositeur le reconnaîtra et avouera ne pas s'en être aperçu au départ, d'autant que l'ambiance, la thématique, le texte et les arrangements étaient bien différents.